Bonjour. Hop. Autoriser tout le monde, non, c'est normal. J'autorise. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va laisser un petit peu les personnes se connecter. Désolée pour le retard, on a fait face à quelques petits problèmes techniques. Hop, on va pouvoir démarrer. Alors, eh bien, bonjour à tous. Merci du coup d'être présents à ce webinaire où on va aborder les usages responsables de l'intelligence artificielle. J'espère que vous m'entendez tous bien. Aujourd'hui, on reçoit l'AFNOR avec nous qui vient nous présenter un petit peu tous les enjeux autour de l'IA frugale. C'est des enjeux qui sont hyper importants aujourd'hui pour nous à l'Opcommerce dans notre offre de service puisqu'ils croisent vraiment à la fois notre offre d'accompagnement sur l'intelligence artificielle, mais également notre offre sur la transition écologique. Donc, je vais sans plus attendre, moi, passer la parole à Gaïd et Laurent qui sont avec nous. Et je reviendrai à la fin du webinaire vous présenter rapidement notre offre de service à l'Opcommerce. Bonjour, je suis Gaïd Kouefek, je m'occupe du développement des formations sur les enjeux numériques au sein du groupe AFNOR. Et à ce titre, je remercie Marie pour son invitation. Avec Laurent, on va vous parler des enjeux autour de l'intelligence artificielle frugale, puisque Laurent a participé à l'élaboration d'un guide sur ces enjeux, dont il vous donnera plus tard un peu plus de détails. Et juste pour vous préciser, donc AFNOR Compétences, c'est la brique formation du groupe AFNOR. Et à ce titre, on peut vous accompagner sur tous les enjeux d'IA, mais aussi tous les enjeux numériques au sens large, ainsi que tous les enjeux responsables du numérique. Je laisse Laurent se présenter. Bonjour à toutes et tous. En effet, merci à l'Opcommerce de nous donner la possibilité de porter la voix de l'IA frugale. Je suis un des 130 membres qui ayant participé à l'écriture de ce référentiel. On va voir ce que contient ce guide qui a pour vocation d'être très pratico-pratique et de vous permettre de rentrer dans la frugalité. Et évidemment, on répondra à des questions-réponses. Si je peux partager mon écran, c'est ce qui a l'air d'être le cas, je vous laisse me valider quand vous voyez mon écran et je passe en diaporama pour qu'on avance là-dessus. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde voit bien mon écran? Tout à fait. Ok. Alors, ce que l'on va parcourir ensemble, on a vu l'émission de l'AFNOR, je vais aller au cœur du sujet, ce que je laisserai après évidemment Gaïd revenir sur les aspects de l'AFNOR. Donc moi je me présente en deux mots, je dirige une agence qui est basée à Paris et Bordeaux. Vous voyez qu'on est spécialisé sur les questions de frugalité, on a travaillé sur deux référentiels, le référentiel de l'IA frugale, donc là on est très centré sur des questions environnementales, mais on a aussi travaillé pour l'Union des marques sur ce qu'on appelle l'IA responsable, qui intègre aussi des sujets autour de la responsabilité de l'IA, notamment sur le volet sociétal. On intervient dans différents domaines et je vais aller au cœur du sujet, sur qu'est-ce que l'IA frugale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on lève un peu le voile sur la frugalité. Souvent, quand on parle de frugalité, on entend parfois une incompréhension qu'on va lever après trois petits exemples. Donc, on va faire un petit jeu. Je vous laisse y répondre à voix haute, ou y répondre par vous-même c'est quoi en fait l'empreinte écologique de l'IA, parce que l'IA, c'est un peu Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il y a des bons côtés sur lesquels on va parler, mais il y a aussi des côtés dont il faut se préoccuper. Et c'est, je pense, un des enjeux de ce webinaire. Donc, première question, vrai ou faux, est-ce que l'entraînement d'un grand modèle comme ChatGPT-3 et donc les suivants 4 et 5 peut émettre autant de CO2 qu'une voiture sur plus d'1 million de kilomètres? Donc, je vous laisse faire le jeu, c'est donc entraîner un modèle. Est-ce que ça peut être l'équivalent d'une voiture sur 1 million de kilomètres?
La deuxième question, c'est est-ce que la fabrication des équipements informatiques, parce qu'évidemment, une IA, pour tourner, elle doit avoir des équipements informatiques, est-ce qu'une IA a un impact, les équipements informatiques de l'IA, supérieur à l'utilisation sur plusieurs années? Donc là, ce qui nous préoccupe, c'est l'empreinte des équipements qui font fonctionner l'IA. Et troisième question intéressante, c'est est-ce qu'un service d'IA a toujours un impact négatif? Donc là, je vous laisse un peu faire le jeu d'y répondre par vous-même. Et en fait, on voit que sur certains aspects, oui. On le sait, vous avez dû l'entendre parler, une requête sur l'IA, on arrondit les chiffres, évidemment, on pourrait beaucoup me questionner sur comment ça a été mesuré, mais on va faire quelque chose de relativement simple pour avancer sur des aspects concrets. Quand on pose une question à une IA générative comme ChatGPT ou Claude ou Mistral, le français, dont on va aussi beaucoup parler, c'est à peu près l'équivalent de 10 fois une requête sur Google. Donc, a priori, ah oui, mais donc c'est beaucoup plus lourd. Oui, il ne faut pas l'oublier qu'une requête sur une IA générative, c'est plus lourd qu'une requête naturelle. Oui, la fabrication des équipements, pour tourner une IA utilise des serveurs, notamment et des cartes particulières qui s'appellent des GPU. Oui, ces équipements sont très gourmands en énergie et en métaux critiques, on les appelle les métaux rares. Donc vous imaginez bien que pour avoir des métaux rares, il faut en extraire beaucoup. Donc ça pose la question de la biodiversité. Cette fois-ci, ce n'est plus que l'empreinte carbone qui est posée, mais c'est de façon plus générale la question de la biodiversité, l'eau et notamment l'eau. Et on sait ce qu'il est critique sur l'eau. Par contre, vous voyez, il y a des cas où l'utilisation de l'IA, c'est beaucoup plus vertueux que de ne pas l'utiliser. Alors, on a pris un exemple assez simple, hein, un service d'IA qui génère des images ou des vidéos. Eh ben, si ça permet d'éviter de fabriquer des outils ou de lancer des fabrications qui ne seront pas utilisées ou de lancer des cycles, de faire vous savez ce qu'on appelle déployer des équipes terrain pour faire des prises d'images qui vont nécessiter des grands déplacements. Dans ces cas-là, un service d'IA peut être extrêmement vertueux. Donc en fait, c'est pour ça que l'Opcommerce mène ce genre d'information, c'est que ben, c'est pas tout blanc, tout noir, et qu'il faut avoir des moyens de discerner quand est-ce qu'on le fait et quand est-ce qu'il est préférable de ne pas le faire. Alors, on va aborder deux choses aujourd'hui. On va parler concrètement qu'est-ce qu'une IA frugale et comment mettons en œuvre les bonnes pratiques de la frugalité. Et puis après, on va voir les côtés positifs de l'IA, parce que si on était un peu des détracteurs de l'IA, on pourrait dire, pensez-vous que on est au rendez-vous des exigences de transition écologique? Pensons-nous qu'on a capacité, avec nos pratiques actuelles, d'atteindre les exigences de transition? Et est-ce qu'au contraire, une utilisation intelligente, collaborative et collective de l'IA ne peut pas nous aider à mettre en œuvre des nouvelles idées, des nouvelles pratiques qui permettent d'accéder? C'est un peu ça le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et encore une fois, avec beaucoup de pratique et pas tendre vers il faut le faire tout le temps ou il faut pas le faire, parce que c'est bien ça l'enjeu autour de l'IA. Alors assez rapidement, je ne vais pas détailler, mais on parle d'un système IA. Une IA, c'est pas simplement un chatbot. Évidemment, on est tous beaucoup utilisateurs de chatbots, mais on va voir que les potentiels de l'IA sont bien au-delà des chatbots. On rappelle que cette IA dont tout le monde parle, que ça soit Gemini pour les Américains, Claude, DeepSeek pour les Chinois, Mistral pour notre grand opérateur français, on est dans un domaine très particulier de l'IA. On parle d'IA générative. N'oublions pas que l'IA générative, ce n'est qu'un domaine particulier de l'IA et qu'il y a plein d'autres domaines qui sont extrêmement importants justement pour des questions de transition écologique. Donc là, ce qu'on retient, c'est que l'IA, ce n'est pas que l'IA générative. Et justement, on va en parler avec cette planche-là. Là, ce qui est important, pour tous ceux qui ont à cœur d'utiliser de façon intelligente et efficace les IA, c'est de se dire qu'il n'y a pas une IA, mais il y a 3 grands types d'IA. Alors, c'est une présentation évidemment simpliste, mais qui fonctionne. Elle est robuste. C'est quand vous parlez à une machine, que ce soit par la voix ou par le texte, en fait, vous utilisez ce qu'on appelle des IA génératives. C'est ça dont on parle beaucoup et c'est ça qui fait que l'IA s'est emballée depuis 2 ans. Mais pour autant, ça fait bien longtemps que l'on fait de l'IA, et notamment des IA analytiques et des IA prédictives. Quand je demande à l'IA de faire de l'analyse de données et de m'aider à détecter ce qui est problématique dans mes données, d'identifier des alertes ou des signaux faibles, des potentiels que je ne sais pas lire, là, on est dans une vision analytique. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention, parce qu'une utilisation
non raisonné d'une IA générative peut amener à des résultats analytiques complètement faux. Je le dis de façon un peu caricaturale, mais ce n'est à peine qu'une caricature. ChatGPT ne sait pas compter. Donc faites attention, si vous confiez à ChatGPT la rédaction de vos business plans, il peut parfois bien le faire et parfois se tromper. Donc sur des sujets de calcul, on est tous bien d'accord qu'on ne peut pas se permettre de l'approximation. On ne peut pas dire, tiens, je vais lancer un calcul, tant mieux si ça marche, tant mieux si ça ne marche pas. Et c'est un peu ça l'IA générative, il n'y a pas de certitude explicable et scientifique derrière les calculs. Et c'est pour ça qu'on met en œuvre des briques analytiques et qu'on met en œuvre des briques prédictives. La brique prédictive, vous le comprenez, c'est le fait d'être capable de faire une prédiction, combien je vais vendre mon produit dans tant de temps, si je fais tel et tel travaux, quelle sera mon empreinte carbone dans tant de temps, si je fais telle rénovation au niveau de mes entrepôts, quelle sera ma durée de stock, etc., etc. Et donc, en fait, la vraie révolution, ben, c'est justement pas de les appréhender l'un ou l'autre, c'est qu'on parle à la machine d'un point de vue génératif, qui permet à la machine de nous dire, ben voilà ce qui est bizarre ou voilà le potentiel, et qui nous permet de demander à la machine, ben dis-moi ce qu'il faut faire pour que j'atteigne 5% de marge en plus, ou 10 jours de rotation de stock améliorée. Donc, tout ça, ça m'amène à quoi? Donc, on a compris ce que c'est que l'IA générative, analytique et prédictive. On sait que quand on veut faire des choses scientifiques, on va tendre vers de l'analytique et du prédictif. Maintenant, on n'a pas répondu à la frugalité. La frugalité, qu'est-ce que c'est? C'est que par rapport à l'efficience, c'est que l'objectif principal, le raisonnement que l'on tient, c'est que la contrainte, c'est ce qui est le plus important. On ne lancera un système d'IA que si le gain du système d'IA sera supérieur à son coût. C'est-à-dire, et imaginez, posez-vous la question de combien de fois on se pose nous-mêmes cette question. Combien de fois, quand on utilise une IA, quelle qu'elle soit, hein, que le fait de faire une image, le fait d'enregistrer un son, le fait de générer une offre de prix, de faire une simulation, remplir un fichier Excel, etc., etc. Combien de fois se pose-t-on la question, mais est-ce que le fait que j'utilise l'IA, qui a donc une empreinte écologique importante, va me permettre d'obtenir un résultat qui est plus vertueux que si je ne l'avais pas utilisé. CF, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que parfois, utiliser une IA pour faire des images, si ça m'évite de faire des images, d'imprimer des documents où je me trompe et où je les refais, on voit bien qu'il y a une vertu. Donc la frugalité, c'est, je me préoccupe en amont, est-ce que mon usage est vertueux au sens de la transition écologique? S'il n'est pas vertueux, je ne le fais pas. J'essaie de trouver une autre réponse à l'IA, parce qu'il y a plein d'autres façons de traiter les problèmes que de mettre de l'IA partout. S'il est vertueux, à ce moment-là, je mets en œuvre l'IA. Et ça amène, en fait, on dit qu'un service d'IA, il a un bilan positif. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je pense que c'est assez simple, hein. On comprend bien que du coup, ben, je m'arrête, je réfléchis et je me pose la question, est-ce que l'usage va être plus vertueux? Alors, il y a des cas où on devine qu'il est directement plus vertueux. Si on prend une IA pour optimiser des tournées de livraison, on comprend bien que très vite, une IA, elle est vertueuse. Si elle permet d'économiser des kilomètres parce que la tournée est mieux organisée, c'est tout de suite extrêmement vertueux et dans des rapports qui sont extrêmement importants. Et là, les détracteurs de l'IA, on pourrait leur dire, mais ne pensez-vous pas qu'on pourrait, entre guillemets, vous tenir responsable de ne pas utiliser l'IA pour améliorer l'empreinte carbone d'un système? Donc évidemment, mon propos, il est évidemment très tiré pour faire réagir tout à l'heure. Alors, concrètement, ce référentiel, on a parlé de l'AFNOR Spec IA Frugal, donc c'est un référentiel que vous pouvez télécharger sur les plateformes de l'AFNOR. C'est un référentiel qui contient trois choses. Des définitions, on en a vu une sur la frugalité, qui n'est pas la sobriété. Donc si je résume bien, la frugalité d'un système d'IA, ce n'est pas la sobriété. C'est la sobriété, je le fais, quel que soit son bénéfice, qu'il soit vertueux ou pas. En sobriété, je le fais, mais j'essaie de le faire en consommant le moins d'énergie possible. Par contre, je ne me pose pas la question de est-ce qu'il est vertueux. La frugalité, j'instruis la frugalité dans chaque projet. Et j'implique mes parties prenantes. On le sait, une démarche environnementale, notamment une démarche RSE, c'est une démarche qui se construit avec ses parties prenantes. Et bien pareil pour un système d'IA frugal. C'est pas moi tout seul qui vais décider est-ce que mon système IA, il est frugal. Je vais avoir besoin de l'implication de mes parties prenantes. Donc des parties prenantes, il y en a 31. Elles sont dans le guide organisées en fait avec une notion de gain le plus fort, celles qui sont les plus faciles à mettre en œuvre et celles qui sont les plus populaires.
c'est pour faciliter la prise en main de ces bonnes pratiques, parce qu'évidemment, 31 bonnes pratiques, on ne les maîtrise pas comme ça du jour au lendemain. Donc, la première, c'est instruire la frugalité, c'est la question qu'on se pose, et je réfléchis avant de le mettre en œuvre, est-ce qu'il est vertueux? La deuxième, j'intègre mes parties prenantes, et après, on va en parler de façon un peu plus en détail sur d'autres. Alors, on revient sur quelques chiffres clés de l'empreinte écologique. Il y en a beaucoup qui circulent, il y en a beaucoup qui sont mis à jour. Je prends toutes les précautions. C'est un webinaire qui est enregistré et même vis-à-vis de vous, je me dois de prendre des mesures, enfin des précautions sur les valeurs qui sont affichées, parce qu'afficher une valeur de consommation de CO2 sur un usage, ça dépend évidemment du modèle, du lieu où est stocké le modèle, du data center où est le modèle. Est-ce que le data center est alimenté par une énergie carbone ou une énergie verte? Donc il y a plein d'hypothèses derrière, mais à un moment donné, il faut quand même fixer des ordres de grandeur. Vous voyez que ça peut aller très vite, hein, une requête. Dans le monde de l'IA, on parle de token. Token, c'est l'unité de mesure et de facturation et de l'IA. Quand vous dialoguez avec une IA, notamment une IA générative, que vous lui demandez fais-moi un compte rendu, ça fait 6 mots. 6 mots, c'est entre 5 et 6 tokens, ça dépend à peu près de la façon dont c'est fait. Donc, je simplifie aussi parce que ça. Mais pour retenir, on va faire à peu près un mot, 0,75 tokens. Donc vous voyez que tout de suite, ça chiffre vite, hein, ça chiffre vite en carbone. Ça, on en parle beaucoup, mais ça chiffre aussi beaucoup en eau parce que un data center, eh ben, il faut des systèmes pour le refroidir. Et un data center, c'est des ordinateurs, c'est des serveurs, et ça chiffre beaucoup en consommation de ressources minérales. Donc oui, l'empreinte de l'IA est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'il faut en effet s'en préoccuper. Donc là, on vous donne des éléments, donc une étude de Google. Donc il y a 2 papiers qui sont intéressants. Il y a beaucoup d'études qui sont faites pour pouvoir donner des éléments de raccord. Il y en a une dernièrement qui a été faite par Google. Il y en a une qui a été faite, je l'ai montré tout à l'heure, par Mistral. Là, on parle bien de l'empreinte environnementale des IA génératives, qui est le gros sujet parce que c'est ce qui est utilisé en ce moment. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment se poser la question de la frugalité, c'est que les usages vont extrêmement se développer. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important également de se dire, ah oui, mais donc ça veut dire que tout le monde va s'en servir. Dans vos entreprises, vous vous en servez quasiment, on verra le tour de table tout à l'heure. Il y a même des usages que l'on ne connaît pas, c'est ce qu'on appelle le shadow IA, l'usage caché de l'IA. Donc, tout le monde ne dit pas, ah, tiens, j'utilise l'IA. Donc, et vous voyez que les prévisions d'augmentation de l'IA sont extrêmement importantes, d'où la nécessité d'interroger nos usages. Est-ce pertinent de le faire? Alors, top 3 des pratiques à adopter, cette fois-ci sans modération. La première, la gouvernance. C'est se mettre en collectif et se dire, bon, on envisage de mettre un chatbot pour répondre aux questions des clients sur notre site web. D'accord? En quoi c'est vertueux? Ah oui, mais non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'apporter de la qualité de service aux clients. D'accord? Ça, c'est pas un usage frugal. Ça je ne me permettrai pas de dire que tout ce qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement, ce n'est pas la démarche frugale. La démarche frugale, ça serait de dire, je mets un chatbot sur mon site web, mais je lui donne comme objectif, à ce moment-là, de faire évoluer les pratiques de mes consommateurs. Je lui donne comme objectif de sensibiliser, d'informer, de recommander des usages vertueux de mes produits. Ah, là, on tend vers une frugalité parce qu'on peut très bien mesurer la conversion des conseils qui sont donnés. Alors, évidemment, c'est pas parce que vous dites à un internaute qui va interroger votre chatbot tu devrais utiliser plutôt le produit B qui est plus vertueux que le produit A, que vous allez pouvoir démontrer de bout en bout exactement l'empreinte. Mais il faut à un moment donné être pragmatique, il faut quand même déjà instruire la frugalité. Et vous voyez que sur un sujet aussi simple que le chatbot, mettre en œuvre un chatbot, soyons clairs, ce n'est pas frugal. Par contre, mettre en place un chatbot dont l'objectif est d'instruire, d'acculturer, de favoriser, d'aider, de guider à utiliser des produits qui sont plus vertueux, ça peut être frugal. Ça ne l'est pas non plus systématiquement. Ça va dépendre justement des conseils qui vont être donnés. Donc vous voyez, de façon très pratique,
il faut interroger notre façon de mettre en œuvre la frugalité. Pareil sur le conseil augmenté. Nous, on déploie de plus en plus des conseillers augmentés, des conseillers qui sont là pour aider les humains à faire du conseil. Si c'est simplement pour créer du confort, ce n'est pas la frugalité. La frugalité, on se préoccupe de l'empreinte de la transition écologique. Donc, comment va-t-on mesurer que l'outil que l'on donne aux conseillers pour donner des meilleurs conseils, comment va-t-on mesurer que ces conseils vont être vertueux pour favoriser la transition écologique? Donc, ça passe par une gouvernance. C'est vraiment la première pratique à mettre en œuvre parce qu'elle va faire monter en compétence tout le monde sur cette perception de ce pragmatisme de la frugalité. La notion de compétence, évidemment, parce que comprendre l'IA frugale, c'est déjà un mot qui n'est pas un mot habituel du langage courant. Donc, il faut l'expliquer comme on est en train de le faire. Il faut le démontrer par des calculs avec des valeurs. Il y a énormément de benchmarks. Il faut le démontrer par un certain nombre de cas. Il faut répondre à des questions. Il faut faire des jeux sur des sujets très concrets dans l'entreprise, au-delà du chatbot que je viens de vous donner. Mais maintenant, si je prends l'optimisation de tournée de chauffeurs, ben là, on va démontrer que c'est 1000 fois vertueux. On va économiser, mais de façon extrêmement significative le kilomètre parcouru. Pareil pour les gens qui vont faire du shooting en marketing communication, ben, on va plus envoyer des influenceurs à Dubaï pour faire des images sur le bord de la plage. Je dis Dubaï comme j'aurais pu vous dire sur les calanques à Marseille. Mais quand vous êtes à Paris, une agence, et que vous envoyez des influenceurs aux calanques de Marseille pour faire du shooting, ben, ça n'a pas du tout la même empreinte que si vous utilisez une IA pour faire du shooting. Ça posera évidemment d'autres problèmes, il faudra bien le dire, que vous l'avez utilisé. Mais si on est sur la question de la transition écologique, de la mesure de l'empreinte carbone, il n'y a pas de débat. C'est extrêmement vertueux. Enfin, je dis, il n'y a pas de débat, il y a toujours débat. Mais il y a un élément de preuve qui est la mesure. Donc, gérer les compétences acculturées, c'est le deuxième élément central. Quand on met l'IA en place, c'est souvent pour répondre à un nouveau service numérique. Évidemment que ça donne des aspects de modernité. Ah, ouais, on va mettre de l'IA dans nos services, c'est important, il faut mettre de l'IA, il faut mettre de l'IA. Il faut vraiment s'interroger sur en quoi c'est pertinent. Parfois, ça peut même être contre-productif. Il faut pas se laisser embarquer par le phénomène de mode. Il faut interroger l'usage de ce nouveau service. Dans le référentiel, vous avez des outils, parce que là, j'ai parlé d'un point de vue un peu général. Maintenant, la frugalité, c'est pas une simple appréciation de bonnes pratiques. Donc, le recueil contient 31 bonnes pratiques, on en a parlé. La frugalité, ça se mesure. Et donc, sur des aspects d'IA générative notamment, vous avez toute une palette d'outils. Et vous notez que quand vous prenez le train, la SNCF est capable de vous donner l'empreinte carbone de votre voyage. Si vous êtes une entreprise très attentive au sujet de vos usages, vous êtes en mesure de calculer l'empreinte carbone de chaque question, comme la SNCF le fait sur le train. Et donc, vous voyez bien que d'un point de vue très pragmatique, si on veut aller vers la frugalité, il va falloir la mesurer. Alors là, vous avez toute une palette. On vous a donné planche suivante, on vous dit cet outil, parce que vous voyez, il y a la question du serveur, il y a la question de l'IA, il y a la question de l'usage. Excusez-moi, il y a évidemment le G, le Normalement, dans la slide, c'est que dans la présentation, ça s'est décalé. Vous voyez qu'il y a des outils qui sont plutôt... là, on rentre dans un volet un peu technique. Il y a des outils qui sont utilisés pour mesurer l'empreinte carbone sur le serveur, d'autres qui sont utilisés plutôt quand on se sert de l'IA. De façon assez simple, vous savez qu'une IA, notamment générative, il y a une question d'entraînement et il y a une question d'utilisation. Et c'est ce que ce tableau dit. Suivant la phase de conception dans laquelle vous êtes, vous avez des outils plus ou moins appropriés. Alors, on va maintenant aborder des cas concrets, parce que tout ça, c'est beaucoup de définitions. Et vous pourriez me dire, Laurent, oui, mais alors concrètement, je vous en ai cité quelques-uns. Dès que vous touchez à la question de la chaîne logistique, là, on a un sujet qui peut très vite être vertueux. La chaîne logistique, ça déplace des équipements. Ça déplace des équipements qu'il faut acheter. Et si on n'optimise pas bien, il faut acheter plus d'équipements. Et ça déplace des équipements qui ne sont pas toujours en énergie verte. Mais même s'ils le sont en énergie verte, de toute façon, le transport, dès qu'on va réduire le transport, en tout cas, nous, sur tous les sujets sur lesquels on a travaillé, on a toujours réussi à démontrer qu'une IA mise sur un élément de la chaîne logistique avait ce côté vertueux, en tout cas sur le volet empreinte écologique.
Donc, pour autant, c'est pas parce que je mets une IA que je vais le faire n'importe comment. Il y a quand même la question des algorithmes légers, bien optimisés. Ça sert à rien de monter des terras de données si elles sont pas pertinentes pour entraîner les modèles. Et donc, dans les autres bonnes pratiques, il y a aussi un certain nombre de recommandations qui sont données sur les volumes de données et sur comment optimiser tout ça. Donc, le bilan positif, vous voyez, l'impact environnemental de l'algorithme est largement compensé par la réduction de consommation de carburant et des émissions de CO2. Un autre usage extrêmement vertueux, c'est les retours de produits. Si vous êtes dans une entreprise où il y a des possibilités de retour, et vous êtes d'accord qu'un retour, ça veut dire qu'à un moment donné, le produit est parti chez le client, il a eu une empreinte de transport. Le client le reçoit, il n'est pas satisfait du produit. Le produit, il le retourne. Donc là, il y a aussi un retour de produit. Et quand il y a beaucoup de flux, l'IA est extrêmement vertueuse parce qu'elle va permettre de mettre en œuvre des usages nouveaux qui vont permettre au client de mieux se projeter. Alors, on donne un exemple, visualiser un meuble dans son salon. J'envisage d'acheter un meuble. Ah ouais, ce meuble, il me plaît, sauf que en fait, j'ai pas fait attention que quand je le prends et que quand je le mets dans mon salon, ben, il correspond pas en termes de couleur, c'est pas harmonieux, ça s'inscrit pas bien. Donc, c'est vraiment très pratico-pratique comme exemple, hein. Il y en a des milliers d'autres, vous imaginez bien. Et c'est pour ça qu'on a pris cet exemple un peu simple à comprendre. Mais l'idée, c'est analysez vos retours de produits. Regardez, demandez à l'IA de les analyser, va beaucoup vous aider pour les analyser, et demandez à l'IA un plan pour réduire de façon drastique les retours de produits. Dans les recommandations que l'IA fera, il peut y en avoir certaines qui impliquent la mise en œuvre d'un outil d'IA, mais il y en aura beaucoup qui vont mettre en œuvre des plans sur l'organisation interne. Donc ça aussi, ça peut être extrêmement vertueux. Vous m'entendez bien? J'aurais juste besoin du retour pour m'assurer que tout le monde entend. Oui. Ok, merci. Nickel. C'est gentil, parce que c'est important d'avoir un peu le retour. Merci beaucoup d'avoir réagi. Les participants ont leur micro de désactiver d'office. Mais en tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le marquer dans la conversation et on y reviendra à la fin. Ok. Et encore une fois, merci. Je vous demanderai encore 2-3 fois comme ça un petit feedback de scène, comme on dit. L'optimisation des stocks, ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on travaille beaucoup, 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 beaucoup. On met de l'IA dans la question de l'optimisation des stocks. Et là, ça agit sur un spectre très large. Ça va permettre d'éviter de surstocker. Ça va permettre d'éviter de mal ranger. Ça va permettre de déstocker quand les seuils de déstockage sont atteints, et vous savez définir des seuils de déstockage, vous savez définir des seuils de réappro, vous maîtrisez déjà beaucoup de choses sur ces sujets-là. Pour autant, quand vous ne mettez pas l'IA pour analyser, et plus vous aurez de produits, plus vous aurez d'entrepôts, plus vous aurez de contraintes, plus ça va être compliqué pour vos équipes de voir tout ce qui peut être optimisé. Et là, c'est extrêmement puissant. Et on est d'accord, si vous étiez en face de moi, je ferais le petit jeu. Est-ce une IA générative, une IA analytique ou une IA prédictive qui me permet d'optimiser mes stocks? Je fais exprès de laisser un peu de temps pour que chacun y réfléchisse. Donc, on est bien d'accord qu'on va être sur des IA analytiques. Ce n'est pas ChatGPT tout seul qui va m'optimiser mes stocks. Par contre, je peux mettre de l'IA générative, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, si je veux que dans les entrepôts, parler à mon système de stock. Ah, où est le tel produit que je ne trouve pas? Là, j'utilise la couche générative qui interroge la couche analytique. Qu'est-ce que tu me conseilles comme opération de déstockage? J'utilise la couche générative qui questionne la couche prédictive. Mais en tout cas, dans les cas d'optimisation de stock, pareil, on va être sur une démarche extrêmement vertueuse en termes de transition écologique, ne serait-ce que pour éviter d'acheter des produits qui ne se vendent pas, qui restent trop longtemps, etc. etc. Donc, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on dit? Moi, ce que j'observe, c'est qu'au quotidien, c'est que c'est souvent les usages très métiers qui sont vertueux. L'archétype de l'usage non vertueux, c'est le starter pack. Je fais exprès de le nommer. Le starter pack, vous savez, c'est cette mode qu'il y a eu où je dessine quelqu'un avec les produits, les 3 choses qu'il aime le plus. Ça, c'est la caricature de ce qui est non frugal. Qu'est-ce que ça crée comme valeur?
rien du tout. Qu'est-ce que ça crée et ça consomme beaucoup parce que c'est une image. Et en plus, souvent, quand on fait des starter packs, enfin, moi, j'en ai pas fait, mais ce qu'on m'a rapporté quand les gens le font, c'est qu'ils en font plusieurs avant d'arriver au starter pack final. Donc, c'est la caricature, évidemment, le starter pack, mais je le dis pour en parler parce que statistiquement, il y en a un certain nombre qui l'ont fait. Par contre, dès qu'on s'intéresse à l'entreprise, à son métier, à son écosystème, à ses parties prenantes, à ses enjeux, à sa stratégie moyen-long terme, toujours, les sujets qui arrivent sont des sujets extrêmement passionnants parce qu'on est sur des sujets qui mettent le devenir de l'entreprise au centre. Et je ne connais pas une entreprise qui me dit, Laurent, ah, je voudrais faire plus de carbone, aide-moi à avoir une activité carbonée. Donc, j'en connais pas de ça. Donc, la plupart des clients, ils comprennent bien que le marché évolue et donc, du coup, ils essaient de tendre vers des pratiques vertueuses. Par contre, ils arrivent en disant, Laurent, comment? Très bien, il faut que je développe des gammes de produits plus vertueuses. Et comment je peux faire un mix? Parce que je ne vais peut-être pas prendre le risque de faire tout d'un coup. Comment je fais une transition? Comment j'y vais de façon progressive? Sur quelle cible? Avec quels arguments? Là, on est sur des usages qui peuvent être extrêmement vertueux et donc frugaux. Alors, on va donner des exemples, on va donner des ordres de grandeur pour un peu enlever ce qu'on pourrait penser. C'est pas facile d'avoir des ordres de grandeur. Ça, c'est un gros dossier. Donc, c'est un écosystème qu'on connaît bien. C'est l'écosystème du conseil. C'est-à-dire comment faire des vendeurs augmentés, des conseillers augmentés, des gestionnaires clients augmentés. C'est donc des humains. Nous, on travaille beaucoup à des interfaces homme-machine pour l'humain, pour que son service à l'humain soit meilleur. Et ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est qu'on se rend compte que ben, si on pense comme ça, il n'y a pas de souci, on ne va pas être remplacé, parce que au contraire, on va orienter des systèmes. Alors là, on sort un peu de la question de la frugalité, on élargit à la question de la responsabilité en général, et de la question de l'impact sur les métiers, etc. Mais plus on va justement mettre la machine à sa place, et je trouve que la frugalité est un moyen, est une réponse concrète à la peur des systèmes d'IA. Parce que quand on met une démarche vertueuse au centre, je n'ai pas vu une entreprise qui se soit mise en opposition sur une démarche qui est volontairement vertueuse et qui va vers la transition écologique. Je n'ai jamais vu d'opposition forte. J'en ai vu des oppositions fortes sur des projets où il n'y avait justement pas de ces critères pris en œuvre. Bon, là, on est dans le conseil augmenté, donc avec un certain nombre de personnes touchées. Donc, on voit en fait que l'empreinte, sur un an, c'est 6 tonnes 5. Donc là, on parle de quoi? On parle d'un chatbot qui est là pour conseiller. Son rôle, c'est de faciliter l'intégration, accompagner les saisonniers. À gauche, son rôle, c'est de répondre à des questions techniques et réglementaires, de préparer des rendez-vous commerciaux. C'est quoi l'empreinte carbone d'un système comme ça, déployé sur une volumétrie relativement significative en termes de population touchée? Ce que vous voyez, c'est 200 000 questions par an. Requête, on va simplifier, on va dire questions. Donc 200 000 questions par an sur une configuration comme ça, qui est évidemment liée au modèle, au serveur. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de choix techniques qui ont été faits derrière. Et vous voyez que ça pèse 6 tonnes 5. Donc 6 tonnes 5, c'est là, si je résume à peu près, c'est 50% de l'empreinte carbone d'un Européen. Peut-être un peu plus, 50-60, mais si je pars sur l'hypothèse pour arrondir les chiffres d'une empreinte à 12 tonnes, on est à peu près à l'année d'un Européen, on est sur la moitié d'une personne. Vous voyez ce que ça peut changer quand on prépare des rendez-vous commerciaux. Quand vous avez à peu près 100 à 200 commerciaux qui vont rouler, vous voyez l'impact que ça peut avoir d'avoir une IA dont l'objectif va être d'optimiser la préparation des rendez-vous commerciaux, éviter des rendez-vous inutiles, organiser les rendez-vous au mieux. On voit très bien que si on met ça au cœur du sujet, on sait qu'on a 6 tonnes à compenser, et pas à compenser en plantant des arbres, en faisant de la méthanisation ou du solaire, mais 6 tonnes à compenser en faisant quelque chose de plus efficace. C'est assez facile à trouver. Ça peut même être un driver dans les algorithmes de recommandation. Quand on crée des algorithmes de recommandation, quelle que soit la recommandation, qu'elle soit sur de l'e-commerce, qu'elle soit sur un accueil en magasin, qu'elle soit sur l'intégration d'un collaborateur, à chaque fois qu'on fait un algorithme de recommandation, on lui met des contraintes. Si on ne met pas de contraintes liées à la frugalité,
ben, il n'y aura pas de choix qui seront frugaux. Donc on voit bien que c'est pour ça qu'on revient sur les questions de gouvernance, c'est que il va falloir veiller à ce que les contraintes soient discutées en termes de gouvernance, validées comme étant pertinentes avec les parties prenantes, pour qu'elles soient intégrées dans les algorithmes. Une contrainte, ça se matérialise dans un algorithme. C'est clairement écrit, c'est visible, c'est auditable. Elle y est ou elle y est pas. Donc, quand on va auditer un système d'IA, c'est assez facile de savoir si elle y est ou elle y est pas. Là, on ne va pas mettre 2 jours à auditer la présence ou pas de la contrainte. Donc, vous voyez, de façon assez concrète, ça c'est un exemple sur un chatbot. Il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est de plus en plus, vous savez qu'il y a une question d'attirer les jeunes à la lecture. Pour attirer les jeunes à la lecture, passer à la lecture sur des supports numériques. Ah bah, tiens, si on passe sur la lecture sur des supports numériques, pourquoi on ne mettrait pas des chatbots liés au fait de questionner un livre, parler avec les personnages d'un livre, parler avec l'auteur du livre. Donc voilà, là on est dans un tout autre univers qui est l'univers littéraire. On vous donne des équivalents, hein. Vous voyez que assez vite, quand vous parlez, quand vous demandez quels sont les personnages de ce récit, c'est tout simple, hein. Vous chargez un livre, vous le mettez dans une IA, vous entraînez l'IA pour qu'elle réponde à des questions, et vous posez la question, quels sont les personnages principaux de ce récit? Donc vous voyez qu'on a parcouru 17 km en train, qu'on a consommé 200 millilitres d'eau. Si on ne se préoccupe pas de quel est l'objectif derrière ça, derrière ce service-là, on n'est pas frugal. Si on s'en préoccupe et qu'on se donne des missions à travers ce service-là, que l'on va pouvoir mesurer, sur lequel on va embarquer ces parties prenantes, à ce moment-là, on peut l'être. Et au-delà de ça, on peut aussi on sait qu'il y a plusieurs façons de faire ce genre d'opération et de l'optimiser, parce qu'il n'y a pas une façon de le faire, mais plusieurs façons de le faire. J'ai vu assez rapidement, en fait, mais j'espère concrètement les questions de frugalité. Si je le résume, l'IA, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'un côté, c'est extrêmement vertueux. D'un côté, ça peut même nous aider à résoudre des problèmes que l'on peine à résoudre. D'un autre, c'est un gouffre énergétique. Si tous les habitants de la planète font des starter packs, la planète explose. Donc, il faut instruire la frugalité. Donc, il faut faire comprendre dans l'entreprise qu'est-ce que c'est, enfin, où va-t-on mettre de l'IA? Et vous voyez le pouvoir de transformation des entreprises, même si l'entreprise n'est pas là pour gérer des questions d'éducation, hors l'éducation dans l'entreprise, mais vous voyez que l'entreprise a un pouvoir même de transformation qui est extrêmement puissant, parce qu'instruire la frugalité, ça peut se faire dans le domaine plus facilement dans l'entreprise que dans le domaine familial. Donc, quels sont les problèmes à résoudre sur lesquels on veut un résultat de transition écologique? On tend assez souvent sur des problèmes métiers liés aux produits, liés aux clients, liés à la transformation de la gamme de produits, à la conception de produits. On interroge avant de lancer ces produits sur sont-ils vertueux? On met en œuvre ces parties prenantes. Je reviens un peu sur la liste des bonnes pratiques. On va impliquer ces parties prenantes. Et donc, vous voyez que c'est extrêmement intéressant parce que l'IA Frugal dit bravo à ceux qui ont entamé une démarche RSE. Vous avez pris de l'avance parce que vos parties prenantes en démarche RSE, vous les connaissez. Bravo à ceux qui ont fait une démarche RSE parce que vos parties prenantes, non seulement vous les avez identifiées, mais vous parlez avec eux. Vous avez probablement fait la matrice de double matérialité. Donc, on voit qu'il y a une liaison entre la démarche de l'IA Frugal et toute l'énergie, les actions que vous avez entreprises dans le cadre de votre démarche RSE. On réfléchit sur des sujets, on se pose, et en fonction de ça, si on sait qu'on va pouvoir démontrer, plus ou moins, après, il faut évidemment être pragmatique, hein, il y a des éléments de mesure qu'il est compliqué d'avoir parfois, notamment quand on utilise des IA non souveraines, non françaises installées sur des infrastructures que vous maîtrisez, mais on ne peut pas toujours, hein, on peut pas toujours mettre son IA chez soi. On peut, hein, c'est beaucoup moins dur que ce qu'on croit, mais parfois on ne le fait pas au début en tout cas. Vous avez un ensemble de bonnes pratiques pour aller vers la frugalité. Il y a toutes ces pratiques d'organisation que je viens de citer. Après, il y en a qui sont beaucoup plus pragmatiques, hein. Vous voyez que ça remet, je ne sais pas si vous voyez un mot,
qui est en centre d'écran et qui est un mot qui prend toute sa puissance dans le cadre des démarches vertueuses de transition écologique, c'est l'open source. Il y a énormément de données disponibles. Combien de fois nous ressaisissons des données qui existent? Donc, avant de créer des jeux de données, avant de passer du temps, de l'énergie à acheter, à consolider, à retravailler des données, ben, est-ce qu'il n'y a pas déjà des données disponibles, au moins pour la phase de prototypage? Et est-ce que chaque entreprise n'a pas aussi sa contribution quand elle a travaillé sur des jeux de données, sur des applications IA, à partager une partie de ses travaux? Évidemment qu'il faut se préoccuper de la question de la confidentialité. Donc, moi, je travaille beaucoup sur la notion de commun numérique. Comment peut-on, quand on a mis en œuvre un programme d'IA ambitieux, comment peut-on apporter sa contribution en offrant, en partageant une partie du travail que l'on a fait sous forme de commun? Et ça, c'est une démarche très européenne, les communs numériques. Donc, vous voyez on est dans une chaîne où il y a des grandes valeurs qui se retrouvent. Je n'ai pas vu un système d'IA frugal bien monté qui soit pas responsable au sens de la diversité, de la traçabilité, de la charte éthique. En tout cas, moi, j'ai jamais vu une entreprise qui m'a demandé d'intervenir. Ah, Laurent, je voudrais mettre en œuvre une IA frugale, mais alors, je veux surtout pas entendre parler de charte éthique. L'un vient souvent avec l'autre. On voit que c'est ah, je veux mettre en place une IA frugale, mais alors je fais ça dans mon coin, mes fournisseurs, de toute façon, ils y comprennent rien, mes clients, ils comprennent rien. Il n'y a que moi qui sais. Donc, je veux pas en parler avec mes fournisseurs, je veux pas en parler avec mes clients. Ça, pareil, ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit en tant que définition, mais c'est quelque chose que je vis pas. Moi, les entreprises où j'interviens, où on place la frugalité, c'est des entreprises qui se préoccupent de la chaîne de valeur complète, relation client-fournisseur, et les notions d'open source. Voilà, j'ai fini. Évidemment, je suis complètement disponible pour répondre aux questions et j'espère surtout que je vous aurai apporté quelques éléments pratiques pour aller vers la frugalité. Alors là, je vois juste une question dans le chat de Mehdi qui demande si vous pouvez faire un panorama des formations sur l'IA frugale qu'il est possible de mettre en place, de l'initiation à un niveau expert, et qui il est utile de former en premier au sein d'une structure à ce sujet. Moi, je peux répondre. Je laisse Gaïd peut-être aussi intervenir. Gaïd, je vous laisse me dire que vous voulez que vous intervienne. Oui, alors nous, notre formation sur catalogue de base, c'est une formation de 2 jours qu'on a construite avec Laurent, qui se base sur une ossature liée à la FNORSPEC dont on vous a parlé, c'est-à-dire ce guide qui est disponible sur l'IA frugale. C'est une formation qui accueille des participants qui vont être de tout secteur, de tout profil. Après, on est tout à fait à votre disposition si vous voulez construire des choses plus sur du sur-mesure en lien avec vos problématiques, vos enjeux et votre quotidien professionnel, quoi. Si je peux, merci Gaïd, si je peux rajouter un élément de réponse, Gaïd, pour Mehdi. La réponse, je pense, doit être adaptée au contexte de l'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise où on peut impliquer assez facilement la direction générale pour une prise en compte de la frugalité de façon profonde dans l'entreprise, c'est mieux. C'est mieux. Parce que la direction va très vite aller vers des projets qui ont un sens d'entreprise. Et donc, les projets qui vont être validés, donc pendant cette formation, la direction va comprendre que la frugalité, ce n'est pas un poil à gratter, que la frugalité, c'est l'inverse, en tout cas, c'est ce que nous, on défend, et on est prêt à débattre là-dessus. Moi, j'adore être en confrontation et qu'on me dise « Ah bon ?» et que les gens me disent « Mais es-tu sûr, Laurent ?» Pour moi, la frugalité, c'est la réponse pour accélérer des démarches de transition écologique efficaces, au-delà des rapports RSE. Mais le sujet, si on peut, embarquer la direction. Parce que le projet qui va sortir de la formation, elles vont avoir un impact fort, stratégique. Par contre, ce n'est pas toujours possible. Par contre, ils ne sont pas toujours prêts. Par contre, donc dans ce cas-là,
On va travailler avec les cibles qui sont identifiées ici, les responsables, les auditeurs, et on va créer ce qu'on appelle, durant la formation, on va vous donner les moyens de faire un démonstrateur. C'est-à-dire un petit outil qui, sur une fonction qui vous est propre, va montrer la différence entre un usage vertueux et un usage frugal et un usage non frugal, qui va permettre, si la direction n'est pas complètement convaincue de la nécessité d'aller vers des IA frugales, en tout cas dans un commerce européen, d'y aller. Donc ma réponse me dit, c'est si vous pouvez, je résume, mettez la direction très vite dans le sujet, faites-les venir, parce qu'ils vont voir que ça peut devenir, c'est guidant. Vous savez qu'en créativité, on dit toujours, on est d'autant plus créatif qu'on se fixe des contraintes. Et le fait d'intégrer une contrainte de frugalité, ça peut libérer de la créativité. Donc si vous pouvez amener la direction, si ce n'est pas le bon moment, si ce n'est pas possible, on travaille avec les personnes listées, responsables, auditeurs, les professionnels. Mais par contre, très vite, on va créer un démonstrateur métier qui vous est propre pour que vous puissiez revenir voir la direction. Parce que si, à un moment donné, la direction ne l'intègre pas, ça n'aura pas toute la puissance que ça peut avoir. Enfin, excusez-moi pour cette longue réponse, mais j'ai essayé de la contextualiser à ce que nous, on observe. Merci beaucoup. On a une deuxième question d'Angélique qui nous demande comment aborder le sujet de l'IA auprès de nos parties prenantes de façon claire. Question assez vaste sujet. Elle est vaste. Gaïd, hein, je vous laisse, si vous voulez prendre la parole, je vous laisse prendre la parole. Oui, en fait, alors ça aurait été bien peut-être si Angélique peut nous écrire ce qu'elle entend par aborder le sujet de l'IA. Est-ce que c'est dire qu'on l'utilise? Est-ce que c'est embarquer des enjeux de frugalité? Est-ce que c'est trouver des leviers d'économie? Enfin, je sais pas très bien. Enfin, si c'est le thème IA de façon générale, je dirais qu'il faut être le plus transparent possible sur ce qu'on fait. Mais après, je sais pas, Laurent, comment vous entendez cette question? Je rebondis sur ce qu'on venait de dire, Gaïd. Il y a une question de transparence, évidemment. On ne construit pas un système IA frugal sans transparence et sans dialogue. Je ne sais pas si vous avez fait votre matrice de double matérialité. Quand on a une matrice de double matérialité, qui est un des outils d'une démarche RSE, c'est un bon départ. C'est un bon départ parce que ça veut dire que vous avez déjà interrogé vos parties prenantes sur ce que c'est qu'une démarche de transition écologique qui a du sens pour vos parties prenantes. Alors, si vous l'avez, je pense qu'avec ça, on a déjà un bon outil. Et si on fait des séances de créativité avec l'IA sur votre matrice de double matérialité, en lui fixant des contraintes de ressources projet, ressources budget, temps, stratégie, on arrive à des plans qui sont extrêmement concrets. Donc moi, ce que je fais concrètement, pour répondre à la question, je prends la matrice de double matérialité, je la mets dans une conversation, sous réserve qu'on me donne le droit de le faire. Si on ne peut pas, j'installe une IA locale. Je fais une séance créative avec la direction ou les équipes projet pour dire, bon, avec quelle partie prenante on peut travailler, et après, j'embarque les parties prenantes. Donc ça, je me sers de la matière. Je me sers de votre matière. Une IA, n'oublions jamais qu'elle ne vous connaît pas. Donc elle peut être complètement en dehors du sujet. Elle a besoin de vous connaître. Donc mettez votre rapport RSE, mettez vos plaquettes entreprise, mettez la liste de vos fournisseurs, mettez les balances comptables de vos fournisseurs, parce que vos fournisseurs les plus importants, il est probable qu'ils se voient sur le bilan comptable. Vous voyez, moi j'essaie d'avoir une approche très pratique. Je ne peux pas avoir des fournisseurs qui pèsent 80% de mes achats et ne pas les embarquer dans une démarche frugale. C'est bizarre. Je vais prendre les tout petits fournisseurs, le fournisseur de papier, mais je ne veux pas prendre le fournisseur de matières premières chez qui j'achète 80%. C'est étonnant. Donc, si j'ai des outils RSE, je les utilise. Si je n'ai pas d'outils RSE, je leur parle. Je leur parle à mes parties prenantes. C'est hyper valorisant pour vous d'aller voir vos parties prenantes, clients, fournisseurs et partenaires, en disant « Nous avons entendu parler de la frugalité, nous voudrions mettre en œuvre la frugalité, et on nous dit que dans la démarche frugale, il faut interroger ces parties prenantes. » Vous allez vers elles. Voilà. Merci Laurent. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, n'hésitez pas. Je vais peut-être reprendre la main dans les 4 minutes qui nous restent
pour juste faire un rapide point. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Il va falloir que je repasse juste. Vous faire un rapide point sur nous, à l'Opcommerce, notre offre de service sur l'intelligence artificielle qui s'est lancée cette année, et vous dire très rapidement ce qu'elle contient. Notre offre de service, donc, avec une clé d'entrée, un test de positionnement pour en fait vous aider à évaluer votre niveau de maturité, celui de votre entreprise en matière d'intelligence artificielle, ce qui nous permet de vous orienter vers les services les plus adaptés à vos enjeux et à vos besoins. Donc l'idée, c'est de vous sensibiliser, vous former et vous accompagner sur le sujet de façon responsable. C'est pour ça qu'on s'intéresse énormément aujourd'hui à ce que peut faire l'AFNOR, à l'IA Frugal, etc. L'idée, c'est de, oui, se lancer sur l'intelligence artificielle, mais comment est-ce que derrière, on peut le faire bien ? Pour ça, cette année, on a lancé beaucoup de dispositifs. On a des webinaires thématiques, comme aujourd'hui, des cafés et ateliers du commerce, donc des ateliers thématiques gratuits sur l'intelligence artificielle pour vous, commerçants, organisés dans votre région et à distance. Et beaucoup de ressources en ligne sur l'IA Box, sur notre site internet, des articles, podcasts, un serious game digital de sensibilisation à disposition gratuitement pour vous permettre vraiment d'avoir cette première brique de sensibilisation autour de l'intelligence artificielle, ses enjeux dans le commerce, ses cas d'usage et avoir une vision un petit peu plus claire. Pour la programmation des webinaires, il devrait y en avoir 2 autres à venir. Un sur l'IA et les impacts sur les métiers du commerce, comment repenser un petit peu les compétences de demain. Et un dernier cette année sur l'IA pour les commerces locaux, afin de présenter des solutions adaptées pour se différencier des grandes plateformes. On a également le deuxième pilier, la brique formation, avec un catalogue de formations multithématiques, donc pour des thématiques comme l'introduction à l'intelligence artificielle, l'outil et technologie de l'IA générative, mais aussi comment mettre de l'IA dans des fonctions en ressources humaines, au service de la chaîne d'approvisionnement, achat et gestion des stocks. On en a parlé beaucoup aujourd'hui dans ce webinaire. Mais aussi des formations sur l'éthique, la gestion du changement, les bonnes pratiques pour déployer l'IA en entreprise. Notre catalogue, il se lance ce mois-ci, donc vous pouvez déjà prévoir des formations sur ces sujets-là. Et on a également une plateforme Edflex à votre disposition, encore une fois gratuitement, qui vous pousse des contenus e-learning avec des parcours de formation sur l'intelligence artificielle. Et enfin, une offre de diagnostic pour vous accompagner dans votre transition numérique. Donc, cap sur l'IA, cap sur le digital. C'est des prestations qui sont réalisées avec nos cabinets de conseil partenaires qui s'organisent sur 2 à 5 jours selon un calendrier qui est vraiment adapté à vos contraintes. Et donc qui vous permet d'identifier vos cas d'usage, de créer une feuille de route, de faire votre matrice de risques et d'opportunités face à l'intelligence artificielle aujourd'hui, d'anticiper les impacts sur votre activité, vos métiers, vos compétences, et de découvrir un petit peu les outils qui sont adaptés à vos besoins. Voilà, c'est tout bon pour moi de mon côté. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur ce webinaire en scannant le QR code pour répondre au questionnaire de satisfaction. Et si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur notre offre de service, vous pouvez remplir le deuxième QR code pour être recontacté par votre conseiller. C'est tout bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, hop. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très bonne journée à tout le monde et un bon week-end par anticipation. Merci beaucoup. Journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci pour votre participation à tous et à toutes. Oui, merci.